Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, numéro 106 de l'Exode-Call et nous allons aborder un nouvel exercice d'algèbre linéaire qui sera une application de plus de la décomposition de Frobenius, exercice que nous avons abordé dans un précédent Exode-Call. Permettez-moi de lire l'énoncé du jour. Nous avons E, un carré espace vectoriel de dimension finie. La dimension ici c'est n supérieur ou égal à 1 et le corps sur lequel on va bosser, ça sera les réels ou les complexes. Nous allons prendre U, un endomorphisme de E, et on va noter comme de U l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec U. Et puis on va chercher à démontrer que comme de U est un carré espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à n, et que 2 plus si U est cyclique, alors en fait on a égalité. Voilà, c'est un très joli exercice qui pourrait s'aborder en deuxième année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait comme préliminaire les résultats de ces exercices suivants, et notamment, vraiment là c'est d'une importance capitale, le résultat de l'exemple numéro 103 portant sur la décomposition de Frobenius. Je vais me permettre d'éluder la question de vous rappeler ce qu'est la décomposition de Frobenius, je pense l'avoir fait suffisamment sur la chaîne, donc je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à cet exode numéro 103 pour avoir un rappel de ce qu'est le résultat de décomposition de Frobenius énoncé dans le cadre des endomorphismes, et bien sûr ça peut se réécrire dans le cadre des matrices. Je me contenterai juste de dire que c'est un cousin de la décomposition de Jordan, sauf qu'à la place de blocs de Jordan, on a des blocs qui sont des matrices compagnons, et de plus que la décomposition de Frobenius a une force que n'a pas la décomposition de Jordan, elle est valide sur n'importe quel corps. Pour la décomposition de Jordan, il faut nécessairement avoir un corps algébriquement clos. Et là, bon, cette hypothèse-là, elle est juste là pour être raccord avec les différents résultats que j'ai déjà établis dans les exercices qui sont en lien avec les exercices que j'ai notés ici, puisque la plupart des preuves que j'ai faites, c'était pour le corps des réels ou des complexes, et pas pour n'importe quel corps. Donc pour les corps finis, il y a quand même pas mal de subtilités à étudier, notamment pour la décomposition de Frobenius. Donc bon, ici, je me contente de poser cette hypothèse, même si, pourtant, je ne suis pas obligé, puisque la décomposition de Frobenius est valide sur n'importe quel corps. Je vous ai également donné cette autre référence, histoire de vous faire des rappels sur ce qu'est le polynôme conducteur et polynôme minimal. Donc polynôme conducteur, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, ça sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est. Et puis polynôme minimal, bon, normalement vous connaissez déjà, et puis ça vous donne l'occasion d'aborder un exercice qui, encore une fois, manipule les polynômes minimaux. Donc je pense que ça ne ferait pas de mal pour de la révision générale sur l'algèbre linéaire. Maintenant, je reviens sur l'exercice. Qu'est-ce qu'un endomorphisme cyclique? Pour rappel très rapide, c'est un endomorphisme pour lequel il existe un vecteur x dans E, tel qu'on peut former une famille qui va former finalement une base de E à partir de x et de u. Plus précisément, si et seulement si, on y existe un x, tel que la famille formée par x, u de x, u de x, donc u de x, u3 de x, etc. jusqu'à un de x, forme une base de E. Voilà ce que ça veut dire avoir un endomorphisme cyclique. Ça a aussi pas mal de conséquences, notamment le fait que le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique, blablabla. Je vais passer tous ces détails, et bon voilà, j'ai simplement besoin vraiment de la définition, c'est pour ça que je me suis permis de le rappeler. Un autre truc que j'aimerais mentionner, c'est comme de U. Comme de U, ça c'est quelque chose qu'on regarde très souvent quand on travaille avec un groupe, avec un anneau, avec une algèbre, avec un carré espace vectoriel, avec un K-module, bon bref. C'est un truc qu'on regarde très souvent, en fait, regarder l'ensemble des éléments qui commutent avec un élément pour plus ou moins évaluer à quel point on est loin du fait de pouvoir commuter les objets entre eux. Et donc là notamment, à quel point est-ce que U est loin d'être un élément du centre, par exemple, de l'ensemble des endomorphismes. Et donc voilà, ça fait partie des exercices hyper classiques d'étudier ce comme de U. Et quand je dis exercice hyper classique, il y a un exercice notamment sur les espaces stables par rapport à U et par rapport à V, et comment ils interfèrent l'un par rapport à l'autre, notamment les vecteurs propres, les valeurs propres, ce genre de choses. Ça fait partie des exercices hyper classiques autour du commutant de U, notamment des exercices qui font toucher du doigt tout ce qui est algèbre de Lie, puisqu'on n'est pas très loin d'avoir écrit le crochet de Lie, UV moins VU, voilà, on n'est vraiment pas très loin d'avoir écrit ça. Bref, il y a pas mal de choses assez intéressantes à ressortir à travers ce commutant. Mais un truc que j'aimerais souligner de plus important encore, c'est que le résultat, ou en tout cas les résultats que nous allons émettre ici, vont avoir une importance assez capitale pour un futur exercice qui portera sur ce qu'on appelle le bicommutant. Alors le bicommutant, pour la faire courte, c'est une histoire d'inception. Vous allez faire le commutant du commutant. Donc autrement dit, vous allez prendre tous les endomorphismes qui commutent avec tous les éléments du commutant. C'est ça que c'est le bicommutant. Et il y a un très joli résultat sur la description de ce bicommutant pour n'importe quel endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie. Et donc ça, on l'abordera dans un futur exode-call, qui suivra pas trop longtemps après celui-ci.
Bien, je pense avoir dit l'essentiel. Il y aura peut-être un petit truc que j'aimerais raconter par rapport à la fin de l'exercice, la question de U cyclique qui implique que la dimension est exactement égale à n. On y reviendra plus tard. Pour l'heure, je vous invite à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à aborder. Hop. Très bien. Et donc, pour la résolution, déjà la première partie, ça doit être assez évident. Je pense que c'est hyper classique de démontrer que quelque chose est un espace vectoriel. Bon, ici, je vais juste me contenter de lister les choses qu'il faut vérifier. Donc, bon, tout d'abord, il faut constater que comme de U, c'est un sous-ensemble de L de E. Et donc, il suffit de montrer, d'utiliser la caractérisation en fait, des sous-espaces vectoriels. Puis, une fois qu'on a fait ça, il va falloir vérifier qu'il est non vide, et notamment on a l'endomorphisme nul qui est dedans. Et puis enfin, le truc assez classique, vérifier que c'est stable par combinaison linéaire d'éléments là-dedans. Donc je vais avoir pour n'importe quel VW, donc comme de U, lambda scalaire, je veux m'assurer que lambda V plus W, c'est aussi donc comme de U. Bon voilà, c'est pas très difficile, c'est du calcul assez élémentaire. Rien de bien méchant. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va aborder la partie difficile et justement montrer que la dimension de com de U, elle est supérieure ou égale à n. Alors pour démontrer ça, on va en fait faire un truc, j'ai envie de dire plus ou moins classique quand même. C'est-à-dire qu'on va essayer d'extraire une famille d'éléments dans com de U dont on sera certain que la famille est libre et que cette famille compte exactement n vecteurs. Si on arrive à faire ça, alors on est certain que la dimension de com de U, elle est supérieure ou égale à n. Voilà essentiellement l'idée qu'il faut avoir en tête. Et donc cette famille, on va pouvoir l'extraire grâce à la décomposition de Frobenius de U. Et donc maintenant, je vais vous rappeler la décomposition de Frobenius. Donc c'est parti. Il va exister une famille de vecteurs, x1, xp, dans E. Et donc, bien sûr, il existe un P entier naturel non nul. Tel que, on a deux choses. Premièrement, E peut se décomposer comme somme directe d'espaces cycliques par rapport à ces xi. Je me permets de rappeler la notation SU de x comme étant l'ensemble des P de U de x pour P, dans 4 cochers x, donc parmi tous les polynômes possibles. Voilà, donc ça c'est la notation de sous-espace cyclique engendré par un certain élément x et l'endomorphisme U. Et puis deuxième truc, on a une relation de divisibilité à satisfaire entre les différents polynômes conducteurs qui sont en fait les polynômes minimaux de U sur chacun de ces sous-espaces cycliques. Donc plus précisément, nous avons PU de XP qui divise PU de X1, X1, XP-1, etc. jusqu'à diviser PU de X1 qui, je le rappelle, est égal à PU ici, donc le polynôme minimal. Une conséquence assez directe de ça, c'est la version matricielle qui nous dit qu'en fait on peut décomposer sous la forme de blocs de matrices compagnons, et les matrices compagnons vont avoir comme polynôme caractéristique les polynômes qui sont ici. Polynôme caractéristique qui sera également égal au polynôme minimal d'ailleurs. Et donc, une conséquence assez directe, qui va avoir un petit peu son utilité, c'est le fait que nous avons le polynôme caractéristique qui est exactement égal au produit pour i allant de 1 à p des polynômes conducteurs. Cela a pour conséquence que le degré de QU, qui est rien d'autre que le degré de n, ça vous devriez le savoir, c'est une connaissance assez classique de classe préparatoire, et bien ça va être égal à la somme pour i allant de 1 à p des degrés des PU de xi. Et je rappelle également que les degrés de PU de xi, c'est exactement égal à la dimension des SU de xi. Donc en fait, je peux écrire ça, c'est la somme pour i allant de 1 à p des dimensions de SU de xi. Bien. Et ça me donne une petite idée de comment je pourrais essayer de ressortir une famille d'applications linéaires qui pourrait être une famille, une bonne candidate pour être une famille libre
qui serait dans comme de U et qui comporte exactement n vecteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener gentiment des endomorphismes qui sont en fait des projections, tout bêtement, sur chacun des espaces cycliques. Et c'est ça que je vais faire maintenant. Et grâce à ces projections, on va pouvoir construire notre famille. Projection plus U. Alors pour ceux qui sont habitués à ça, c'est vraiment jouer avec la structure de cas crochet U module. Voilà, je pose ça là pour vous dire que oui, en effet, il y a des questions de cas crochet U module. De toute façon, il faudra que je vous en reparle à la fin de la vidéo. Mais voilà, sachez qu'en effet, ce que je vais faire là, c'est un peu lié à cette question de structure de cas crochet U module. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. On va noter PJ, la projection sur SU de XJ parallèlement à la somme directe pour I différent de J des SU de XI. Donc cela me permet d'assurer que si je fais PJ d'un élément qui est là-dedans, ça va être envoyé vers 0, et si je fais PJ d'un élément qui est là, ça va l'envoyer vers l'identité. Rien de plus. Bon bah, par construction, on peut s'assurer qu'en effet, PJU est égal à UPJ. Et que bien sûr, PJ est un endomorphisme. Alors pourquoi ceci est vrai? Ceci est vrai parce que vous savez que U est stable, enfin que chacun de ces espaces vectoriels plutôt est stable par U. Et donc bah, ça veut dire que si vous avez une composante qui est ici, elle va être envoyée vers une autre composante qui est ici. Plus précisément, si vous voulez quand même un petit point de détail, hein, je vais être sympa. Donc si vous voulez un petit point de détail, vous pouvez faire la chose suivante. Vous écrivez X comme somme comme ceci, avec chacun des YI appartenant à chacun des espaces cycliques en jeu. Et puis bah, vous regardez qu'est-ce qui se passe pour U de X. Et si vous faites U de X, par linéarité, vous pouvez écrire que c'est U de Y1 jusqu'à U de YP. Et donc bah, ce U de Y1, comme je viens de l'expliquer, comme SU de X1 est stable par U, c'est assez simple de le constater grâce à la définition, alors bah, lui il est dans SU de X1, etc. jusqu'à lui qui va être dans SU de XP. Ce qui veut dire que si vous avez la décomposition de X par rapport aux espaces cycliques, vous avez la décomposition de U de X dans les espaces cycliques. Et par conséquent, bah, PJ et U, bah, c'est assez simple de voir que ça va commuter. Hein. Je vous laisse le soin de faire le calcul avec le détail, mais maintenant que je vous ai dit ça, normalement ça devrait être évident. Bon, maintenant que j'ai dit ça, bah, chouette, ça veut dire que PJ, tous les PJ que je viens de donner, sont finalement des vecteurs, enfin des endomorphismes plutôt, qui apparaissent dans comme de U. Donc là, on est content, on a déjà P endomorphisme. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai un petit souci avec les notations. Donc je vais me permettre de l'appeler P tilde pour bien distinguer l'entier P que j'ai sorti ici et la projection P que j'ai notée ici. Donc je vais mettre PJ tilde juste pour qu'on soit OK. Et donc à partir de ces endomorphismes, on peut en construire d'autres. Et les autres qu'on peut construire vont être les suivants. Et je vais vous donner la famille qui va nous permettre de résoudre le problème. Et cette famille, on aurait pu y penser à partir de la décomposition en blocs de matrices compagnons. Car une fois qu'on a les matrices compagnons, on pourrait se dire, bah, l'idée globale, hein, c'est que là, je suis en train de prendre les projections. Les projections, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ma matrice, au lieu de regarder tous les blocs d'un seul coup, je pourrais juste regarder chacun des blocs et mettre tous les autres à 0. C'est pas possible de faire ça. Donc je pourrais très bien regarder juste le premier bloc et mettre l'identité, c'est exactement ce que propose de faire PJ. Puis après je pourrais regarder ce bloc-là encore une fois, mais avec la matrice compagnon correspondant à l'espace SU de X1. Puis la matrice compagnon au carré, puis la matrice compagnon au cube, etc. jusqu'à la matrice compagnon à la bonne puissance. Et la bonne puissance c'est quoi? Eh bien c'est donné par la dimension de SU de XI qui n'est rien d'autre que le degré de PU de XI. Donc, en notant DI égale la dimension de SU de XI, qui est égale, donc je le répète, au degré de PU de XI, on peut écrire
considérons la famille suivante. On peut considérer la famille donnée par P1 tilde, U, P1 tilde, etc. jusqu'à U puissance DI-1, D1-1, pardon, P1 tilde, puis on refait la même chose avec P2 tilde, etc. jusqu'à U, D2-1, P2 tilde, etc. On va considérer cette famille. Tous les endomorphismes que j'ai écrits, c'est assez simple de vérifier qu'ils commutent. Pas de problème. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'en effet ça va former une famille libre? Je vais me permettre de faire ce que j'ai là. Hop, on va avoir de la place. Donc montrons que cette famille est libre. Et là, si vous voulez, on peut commencer un raisonnement assez classique, hein, c'est-à-dire que je peux faire intervenir des coefficients et puis demander à ce que la combinaison linéaire correspondante est nulle et il faut montrer que tous les coefficients sont nuls. On peut faire cet argument classique. Et bien je vais le faire. Donc, supposons que donc on veut montrer que la famille est libre. Donc soit, alors là, il faut juste bien choisir les notations pour les coefficients, sinon on va se perdre. Donc ce que je propose, c'est d'écrire alpha 1, 1, jusqu'à alpha 1, D1-1, puis alpha 2, donc alpha 2, 1, jusqu'à alpha 2, D2-1, etc. Donc un élément qui, au passage, je le rappelle, combien a-t-on de vecteurs ici? Eh bien on en a n. Enfin, n vecteurs, on a n endomorphismes, quoi. Je confonds vecteur et endomorphisme, ça va plus ça. Mais bon, c'est quand même un peu l'idée. Bon, voilà, on a n endomorphismes. Donc là, bah, on a donc ici un n uplé d'éléments du corps. Tel que, et on fait comme d'habitude, je veux que la somme, ici dépendant de i et de j, donc je vais avoir un i allant de 1 à p, somme pour j allant de... Alors c'est j plutôt d'abord. J allant de 1 à p, puis i allant de 1 à dj-1, de alpha i j, et puis on a ensuite u puissance, donc là c'est u puissance i, p j tilde, et on veut que cet endomorphisme soit nul. Et on veut donc démontrer qu'en fait cette famille est libre, donc ça veut dire montrons que tous les alpha ij sont nuls. Pour cela, bah, on sait déjà que les pj tilde s'annulent dès qu'on prend un élément qui apparaît dans juste un seul des éléments de la somme directe. Alors tant qu'à faire, autant s'amuser avec les xi. Alors si je prends justement xi, prenons xi pour i appartenant à un p. Je rappelle que ce xi, ça provient de la décomposition de Frobenius. Okay, juste pour rappel. Donc, ce xi vient de cette décomposition, et par conséquent, ce xi étant donc bien sûr SU de xi, on est assuré que en évaluant cet endomorphisme en xi, tout le monde va s'annuler, sauf le cas où j égale i. Et là, je suis en train de me dire que je n'ai pas choisi le bon indice, je vais plutôt prendre k. Excusez-moi. Il faut faire vraiment attention quand même aux indices qu'on utilise. Donc ça c'est bon. Et donc maintenant, si je prends l'endomorphisme que j'ai là, je vais l'appeler phi. Si je prends phi et que je l'évalue en xk, les seuls éléments qui vont survivre, ça va être les éléments qui se trouvent en j égale k. Donc là, ça va me donner somme pour i allant de 1 à dk-1, de alpha, là le k, je peux remplacer directement j par k, ik donc. Je suis en train de me dire que j'ai mélangé là. Oui. Ici c'est JI du coup. JI. Je suis juste en train de réfléchir, est-ce que j'ai pas fait d'autres bêtises? Normalement non. Ok, c'est bon. On est bon, on est bon. Donc alpha I, alpha, donc du coup J ici c'est K. Alpha K I, ok. Et puis après on a notre U I P J tilde calculé en XK.
pk tilde, pardon, calculé en xk. Mais pk tilde calculé en xk, c'est la même chose que xk. Alors, permettez-moi tout de suite de mettre ui de xk. Or, je vous rappelle, encore une fois, dû à la décomposition de Frobenius, que sur SU de xk, on sait que l'endomorphisme U est cyclique, et il est cyclique engendré par xk. Or, U induit sur SU de xk est cyclique, et que xk, U de xk, jusqu'à UD, et ça vient un peu de la cyclicité, et en plus de la décomposition de Frobenius, hein, on n'a pas choisi xk au hasard, puisque ça doit engendrer l'espace cyclique. Donc U dk moins 1 de xk, ben ça forme une famille libre. Et ça doit être une famille qui engendre, hein, je précise, ça doit être une base de SU de xk. C'est ça que ça veut dire cyclique, hein, aussi. Donc, voilà. Et donc, c'est gagné. C'est une famille libre, ça. Donc si ça c'est une famille libre et que je vous dis que ça vaut 0, bon bah ça veut dire que tous les alpha ki valent 0. Donc, les alpha ki égale à 0 pour tout k, puisque j'ai choisi un k au départ entre 1 et p, et puis j'ai choisi ensuite un i entre du coup 1 et des k moins 1. Ben voilà, c'est terminé, on vient de montrer que la famille est libre. Bon bah ça y est, on peut conclure. On est content. Hop. On peut alors conclure. Que la famille est libre. Et donc, la dimension de com de U est bien supérieure ou égale à n. Super. Bon, et puis maintenant, on veut montrer que si U est cyclique, alors en fait la dimension est exactement égale à n. Comment on va s'y prendre? Alors pour s'y prendre correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un x qui permet de s'assurer que x, u de x, jusqu'à un moins 1 de x, forme une base de E. Puisqu'on sait que U est cyclique. Donc soit x, élément de E, tel que x, u de x, un moins 1 de x, base de E. Et là, il y a un truc assez remarquable à constater, c'est que si on veut quelqu'un qui commute avec U, eh bien ce quelqu'un, il va être automatiquement déterminé par l'image, par son image en X. Ça peut être sympa à le savoir et à noter, parce qu'en fait, c'est la clé qui va nous permettre de conclure qu'en effet, la dimension ne pourra pas être plus que n. Hop. Donc, pour tout V dans comme de U, V se détermine directement par l'image, par son image, par X, enfin, par l'image de X, par V de X, je vais écrire directement. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens d'écrire, je peux détailler un petit peu. En effet, si vous prenez un vecteur y dans E, vous pouvez écrire y comme étant une combinaison faisant intervenir ces choses. Donc vous pouvez très bien écrire, c'est la somme des, je vais changer un peu de lettres, bêta i, u puissance i de x. Oui, c'est ça. I allant donc de 0, pardon, parce que je commence avec l'identité, de 0 jusqu'à... Je suis en train de me poser la question si j'avais mis 1, mais oui, j'ai mis 1 parce que c'était le projecteur, donc c'est normal. Ici, je mets 0 parce que c'est la puissance. Il y a un petit tic sur l'indice, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Bref, hop, n-1.
Donc là, ça va, on commence bien à 0 parce que 0 c'est considéré comme l'identité. Normalement, j'aurais dû mettre un projecteur ou quelque chose avant, mais bon, finalement, j'en ai pas besoin de l'écrire. Je suis juste en train de me poser la question si j'ai mis 0, si j'ai bien mis 0 ou pas. C'est possible que j'ai mis 1. Si j'ai mis 1, c'était 0. C'était 0 qu'il fallait mettre. Mais bon, j'espère ne pas avoir embrouillé plus que ça. Bref, donc maintenant que nous en sommes là, si je fais V de Y, on constatera alors qu'en effet, on a I allant de 0 à n-1 de bêta I U V, pardon, par linéarité, hein, c'est de la linéarité tout simple. V de UI de X. Et là, on utilise la commutativité. Du coup, on peut écrire somme pour I allant de 0 à n-1 de bêta I UI de V de X. Car V est dans comme de U. Et là, bah, je pense vous avoir mis en avant qu'en effet, à partir du moment où je connais l'image de V de X, bah, j'ai bien l'image de n'importe quel élément qui se trouve dans l'espace P. Donc ça montre bien que l'endomorphisme V est directement déterminé à partir de l'image de X. Voilà. Donc, je vais pouvoir définir une application. En effet, je peux définir une application, soit si l'application alors qui va partir de comme de U vers les éléments Kn qui a X, ou Kn, enfin E, quoi, les éléments de E, qui a V associe V de X. Donc c'est en fait de l'évaluation X, quoi, hein. Essentiellement c'est ça que je suis en train de faire. Permettez-moi de l'appeler F de X si vous voulez, c'est de l'évaluation X. Cette application est alors injective. Si ou Fx est injective. Et si elle est injective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part le noyau est réduit à 0. La dimension de comme de U c'est clairement fini, hein, puisque c'était au plus la dimension de L de E, et la dimension de L de E, c'est tout simplement n fois n, d'accord? C'est la taille des matrices n fois n, c'est tout, donc c'est majoré par n fois n, c'est fini, voilà, tout va bien. Et donc pour avoir un endomorphisme injectif ici, on n'a pas trop le choix, ça veut dire que la dimension de comme de U doit être inférieure ou égale à n. Alors, la dimension de comme de U par le théorème, c'est essentiellement le théorème du rang, hein, j'applique. Donc comme de U, c'est dimension de l'image plus dimension du noyau c'est 0, et donc on va avoir la dimension de l'image qui est dimension de E. Et on est content, ça nous fait bien n. Terminé. C'est pas beau? Donc ça c'est le théorème du rang, hein, que je viens d'utiliser. Je pense que c'est peut-être plus clair dit comme ça. Et ceci donc conclut l'exercice. Donc une fois, j'espère que vous n'êtes pas planté sur les indices de I. C'est possible que je me sois planté. Si je me suis planté, je mettrai en erratum, c'est pas un problème. Bref, voilà, c'est un très joli exercice en tout cas. Et vous voyez que c'était pas si difficile à attaquer comme exercice. Enfin, j'espère vous avoir convaincu que c'était pas si difficile à aborder. La seule chose hyper importante à savoir manipuler ici, c'était la décomposition de Frobenius. Je vais me permettre de faire une dernière petite parenthèse sur la question ici. Je viens de démontrer que si U est cyclique, alors la dimension de comme de U c'est égal à n. En fait, il se trouve que c'est un si et seulement si. Le problème, c'est que pour montrer la réciproque, c'est assez ardu et il faut utiliser des notions liées à des théorèmes d'isomorphisme, il faut utiliser des K-crochets, une structure de K-crochet U-module, hein, et qui n'est rien d'autre que ça, derrière cette affaire-là. Des questions, donc là, si je regarde vite fait mes notes, parce que bon, jusqu'ici, je ne les avais pas regardées, mais si je regarde vite fait mes notes, en effet, on joue, d'abord, on travaille avec les matrices compagnons, donc on utilise la décomposition de Frobenius, encore une fois, et puis ce qu'on va dire c'est que supposons qu'il n'est pas cyclique, donc ça veut dire qu'au mieux on peut simplifier un peu notre raisonnement et supposer qu'on a juste deux blocs compagnons, et à partir de ces deux blocs compagnons on va regarder les polynômes en lien avec ces matrices compagnons, donc c'est-à-dire qu'on va regarder le polynomial pour le premier, et puis en fait on va regarder le polynôme caractéristique pour le deuxième, et grâce à ces deux polynômes qui ont un lien de divisibilité l'un par rapport à l'autre, eh bien on va être capable d'émettre en fait un isomorphisme faisant intervenir du K-crochet X divisé par l'idéal engendré par ces polynômes. Et puis après, ça va nous permettre d'amener à une surjection canonique qui est liée à une question de quotienté par un polynôme qui est un peu différent du polynôme de départ, juste par une multiplication qui lie le polynôme minimal du premier bloc avec le polynôme caractéristique de la matrice en entier. Et c'est ça qui va nous permettre de montrer qu'en fait, si malheureusement U n'est pas cyclique, alors on peut construire d'autres matrices qui peuvent avoir la tête suivante.
un truc qui ressemble un petit peu à ça, où là vous auriez normalement les blocs de... Donc là ici vous pourriez mettre les blocs de matrice compagnon, et puis donc c'est les tailles des blocs de matrice de compagnon en fait, et puis là le L, ça pourrait être n'importe quel type de matrice, et ça après, si vous pouvez jouer avec la valeur de la matrice ici, ça vous donne un nouveau élément en termes d'endomorphisme qui va permettre d'augmenter la taille de la famille libre que nous avons trouvée pour avoir cette dimension-là, cette inégalité-là. Ça me permet aussi de faire une dernière petite parenthèse en vous disant que c'était important de vérifier que U est cyclique pour pouvoir avoir la dimension n, et c'est pour vous montrer aussi qu'il y a bien une espèce de si et seulement si qui doit apparaître, et c'est pas une espèce, c'est vraiment un si et seulement si. Je pense que ça peut être intéressant de se faire un exemple. Si j'avais donné l'identité, c'est tout bête, prenez l'identité. L'identité, c'est une matrice, et c'est clairement pas... ce que je veux dire, c'est surtout que c'est une matrice qui n'est pas cyclique, puisque pour n'importe quel x, l'identité de x, c'est tout de suite une famille liée, donc peu importe la dimension, tant qu'elle est supérieure stricte à 1, on a un problème. Et l'identité, si vous regardez le commutant de l'identité, c'est tout le monde, ça fait partie des résultats que vous devriez connaître. De toute façon, d'ailleurs, on peut décrire les commutants de n'importe quelle matrice. En fait, pour être un peu plus précis, on pourrait... En fait, l'identité, c'est le centre, quoi, ça fait partie du centre. Donc c'est tout. Donc voilà, donc là vous avez tout le monde. Si vous voulez, c'est Mn de K. Et Mn de K, c'est une dimension n carré, quoi. Enfin, oui, n carré. Voilà, donc c'est pas dimension n, quoi. Donc à partir du moment où vous prenez n supérieur strict à 1, c'est foutu. Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, on peut avoir des espaces beaucoup plus grands pour le commutant. Ça, c'est pas impossible. Et comme je l'ai dit, c'est parce que l'identité ici était dans le centre. Mais bien sûr, on peut faire des exemples un peu moins évidents, mais c'est juste pour vous donner un exemple assez évident où on peut voir très vite qu'en effet, on a quand même besoin de cette condition pour que ça marche. Et en fait, c'est vraiment un si et seulement si. Donc voilà. J'ai essayé de le dire rapidement comment on lance la preuve. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même du hors-programme assez poussé. Mais éventuellement, on pourra en parler à travers un numéro du complément, on ne sait jamais. On verra bien plus tard. Je pense que je ne vais pas me lancer à le faire tout de suite. Bref, je pense avoir dit suffisamment de choses concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Comme d'habitude ici, ça sera pour vous abonner, pas pour vous abonner, je dis des bêtises, ici, ça sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner, c'est mieux, et n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!